Bonjour, je m'appelle Jérôme Michelet, je suis psychologue, j'exerce auprès des personnes autistes, de leurs familles et des professionnels. Bonjour, je m'appelle Adamo Branchina, je suis une personne autiste, malentendante et dysorthographique. Je m'engage au travers de mes formations, sensibilisation, accompagnement auprès des familles et professionnels. Dans cette vidéo, Jérôme et moi allons vous proposer une description de ce qu'est l'autisme. Je précise que ce que nous allons dire n'est pas une vérité absolue, la recherche et les connaissances évoluant continuellement. L'autisme est actuellement considéré comme un trouble précoce du neurodéveloppement. Il concerne environ une naissance sur 100. Même si on sait aujourd'hui que l'autisme s'explique surtout par la génétique, on ne connaît pas bien ses causes et il n'existe pas encore de marqueurs biologiques. C'est donc en observant la façon de se comporter d'un individu que l'on fait le diagnostic. C'est en 1980 que l'autisme a été répertorié pour la première fois dans la troisième édition du manuel de psychiatrie DSM. Le consensus sur les critères de diagnostic a ensuite été modifié en 1987, puis à nouveau en 1994 dans la quatrième édition du DSM. Des sous-groupes ont également été créés, comme le syndrome d'Asperger par exemple. Mais les experts n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les contours de ces diagnostics différentiels. Ces contours avaient aussi l'inconvénient d'être instables dans le temps. En 2013, la cinquième et dernière édition du DSM a donc décidé de refondre tous ces tableaux cliniques en une seule dénomination diagnostique, le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA. Le phénotype du TSA, c'est deux caractéristiques fondamentales. Premièrement, des déficits de la communication et des interactions sociales. Ce premier élément est composé de trois critères. Un déficit de la réciprocité émotionnelle, un déficit dans les comportements de communication non verbale, un déficit dans le développement, le maintien et la compréhension des relations. Pour que ce premier élément soit validé, la personne doit répondre aux trois critères. Deuxièmement, un caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts. Ce deuxième élément est composé de quatre critères. Des mouvements ou paroles répétitives ou stéréotypées, une intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines, des intérêts restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but, et enfin une hyper- ou hyposensibilité aux stimuli sensoriels. Pour que ce deuxième élément soit validé, il suffit que la personne réponde à deux des quatre critères. On dit que ces critères sont polythétiques. Le concept d'autisme a donc beaucoup bougé en 40 ans. Malgré ces changements, rien n'empêche de considérer l'autisme comme un objet de science, tant que sa description clinique répond à deux exigences. Elle doit être spécifique, c'est-à-dire faire penser le moins possible à un autre diagnostic, et doit contraster suffisamment avec la façon de se comporter de la population générale. C'est dans ces conditions qu'on peut rigoureusement étudier et donc comprendre les façons de se comporter des personnes dites autistes. Le problème, c'est que le concept d'autisme a perdu en spécificité. D'abord à cause du caractère polythétique des critères. Certains pensent d'ailleurs que les particularités sensorielles de l'autisme devraient être un critère de diagnostic obligatoire. Ensuite, parce que les critères sont sujets à interprétation. Par exemple, une personne pourrait très bien avoir des difficultés à maintenir ses relations sociales sans pour autant être autiste. Et puis on a rajouté des éléments de précision au diagnostic, qu'on appelle spécificateurs cliniques. Le niveau intellectuel, le niveau de langage, le niveau de sévérité et la présence ou non de troubles associés. Il est d'ailleurs difficile de démêler le TSA des troubles coexistants. Même si on peut avoir un double diagnostic de TSA et de troubles de l'attention par exemple, les spécialistes s'y perdent à voir ce qui relève de l'un ou de l'autre. Le concept d'autisme a aussi perdu en contraste. Depuis 30 ans, on observe dans les études scientifiques que les différences entre les participants autistes et les groupes contrôle s'est réduite de façon significative. En d'autres termes, ça veut dire que les autistes, tels qu'on les définit, sont de moins en moins distinguables des non-autistes. On en est même à faire des raccourcis entre la notion de très autistique et d'autisme. Est-ce qu'au final, on n'aurait pas fait de l'autisme une entité hétérogène, qu'en apparence, mais qui relèverait peut-être aussi de notre incapacité à savoir où une chose finit et où une autre commence? Le DSM-5 a bien tenté de prendre en compte l'hétérogénéité du TSA, à l'aide des fameux spécificateurs cliniques. Mais ces spécificateurs rendent toutes les variations de ces dimensions compatibles avec le diagnostic. Est-ce que cela ne favoriserait pas l'assimilation dans l'autisme de troubles qui en sont éloignés ou habituellement distincts? Cette évolution du concept d'autisme expliquerait peut-être en partie l'augmentation des cas d'autisme diagnostiqués dans le monde. Mais il ne s'agit pas d'ouvrir une chasse aux sorcières. Certaines personnes autistes sont effectivement moins identifiables que d'autres et il existe quand même une réelle hétérogénéité. Par contre, à force de faire baisser le seuil de diagnostic, on finit par ne plus savoir de quoi on parle.
à tel point que la recherche scientifique en arrive à générer des réalités différentes de l'autisme. En utilisant le DSM-5 comme critère d'inclusion des participants dans les études, on risque donc de biaiser les connaissances. Sur les marqueurs biologiques notamment, car même si on ne sait pas s'il existe des limites naturelles à l'autisme, on aurait quand même intérêt à étudier quelque chose qui soit le plus unitaire possible, si on veut avoir une chance de trouver des biomarqueurs. Également sur les processus neurocognitifs. Il existe tout un tas d'hypothèses pour expliquer la façon de se comporter des personnes autistes. Déficit en théorie de l'esprit, altération des fonctions exécutives, défaut de cohérence centrale, surfonctionnement perceptif, traitement temporel des mouvements visuels et du flux sonore, etc. etc. Des chercheurs ont même essayé de réunir plusieurs hypothèses en une seule explication plus fondamentale, comme par exemple le manque de flexibilité des personnes autistes face à leur erreur de prédiction. Certaines de ces hypothèses ont aussi été remises en question, comme le déficit en théorie de l'esprit, qui a été au contraire reformulé en une surcapacité dans la manière d'analyser l'environnement. Mais aucune de ces hypothèses n'explique à elle seule toutes les façons de se comporter des personnes sur l'ensemble du spectre. Même si l'objectif n'est pas forcément de trouver un processus explicatif unique, ce n'est pas en élargissant le spectre qu'on y arrivera. Et aussi sur l'efficacité des interventions. Admettons par exemple que l'on veuille tester l'efficacité de la mélatonine sur les problèmes de sommeil chez les enfants autistes. On prend un groupe de 200 enfants ayant reçu un diagnostic de TSA selon le DSM-5. 100 enfants reçoivent la mélatonine et 100 enfants un placebo. On observe que 90 enfants qui ont reçu la mélatonine, soit 90%, ont vu la qualité de leur sommeil s'améliorer, tandis que seuls 80 enfants, soit 80%, qui ont reçu le placebo ont vu la qualité de leur sommeil s'améliorer. Ces résultats suggèrent donc que la mélatonine est efficace pour améliorer le sommeil de l'enfant autiste. Mais en y regardant de plus près, on constate que chez les enfants autistes du groupe qui ont une déficience intellectuelle, on observe des résultats inverses. C'est le placebo qui donne de meilleurs résultats. Tout comme chez les enfants autistes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Ce point un peu obscur fait d'ailleurs référence à une notion statistique qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Pour comprendre plus précisément comment les personnes autistes perçoivent le monde et comment on peut les aider, on aurait donc intérêt à resserrer les phénotypes, quitte à définir plusieurs sous-groupes. Même si la démarche du DSM est louable dans sa volonté de consensus, le challenge serait donc de retrouver un consensus au moins aussi bon, mais avec des critères plus spécifiques. Dans une étude récente, des chercheurs ont posé cette question à des professionnels du diagnostic. Qu'est-ce qui vous donne l'impression d'avoir affaire à de l'autisme? Il en est ressorti un consensus sur un ensemble de signes identiques indépendants du niveau de fonctionnement ou de langage, que les chercheurs appellent autisme franc. Ces signes sont retrouvés chez 40% des patients qui se verront finalement attribuer le diagnostic de TSA. Or, certains de ces signes sont non seulement absents du DSM-5, mais leur reconnaissance se fait aussi de façon plus qualitative, comme s'il y avait quelque chose de particulier qui les distinguait. Autrement dit, si on met la clinique à l'épreuve des critères diagnostiques du TSA, on trouve des choses qui ne s'accordent pas. Pire, l'application bête et méchante des critères du DSM diminue la fiabilité du diagnostic réalisé par les experts les plus chevronnés. Est-ce que cette notion d'autisme franc ne pourrait donc pas être un nouveau point de départ pour rétablir un premier sous-groupe et ainsi améliorer la validité des recherches et faire des découvertes réplicables? Le diagnostic DSM est également basé sur la forme des comportements plutôt que sur leur fonction. Or, si on s'attache à une description uniquement quantitative d'un comportement sans connaître la fonction qu'il vient servir, comment peut-on être capable de lui donner du sens? Par exemple, si des mouvements répétitifs ne sont pas compris dans leur contexte, ils pourraient être à tort attribués à de l'autisme. Tout ça ne remet pas en question la nécessité d'un diagnostic. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce diagnostic de TSA n'est pas un critère d'inclusion assez précis pour les études scientifiques. Et puis, il englobe une telle hétérogénéité qu'il ne permet pas de faire des recommandations de bonnes pratiques ciblées en fonction des besoins. L'accompagnement sera en effet différent selon que la personne autiste présente ou non une anomalie génétique connue ou qu'elle ait ou non un retard de parole par exemple. Finalement, on se pose la question de savoir si ce diagnostic en l'état n'est pas insuffisant pour prendre des décisions de santé publique qui soient fiables. Et vous, qu'en pensez-vous ?